vous lâcher. Alors, on va parler rapidement, on va essayer de projeter, vous allez voir ça, de ce qu'on appelle le détournement de mineurs, la question de Fabio tout à l'heure. Le détournement de mineurs, donc qui est prévu par l'article 347 du Code pénal, et donc qui dit ceci expressément: quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, déplacés, des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, donc subira une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Et on précise dans le second alinéa que le mineur enlevé ou détourné est âgé de moins de 16 ans, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, qui peut être ramenée à la peine de 5 à 10 ans si le mineur est retrouvé vivant avant qu'il n'ait rendu la décision de condamnation. Alors, dans le détournement de mineurs, il y a deux aspects. Il y a un aspect le fait de déplacer l'enfant, qui se retrouve avec la loi de 2006 sur la question de la traite. Ok, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais il y a une loi sur la traite des personnes et des pratiques assimilées qu'on appelle communément loi sur la mendicité, qui n'a rien à voir avec la mendicité, qui parle de la loi sur la traite. Dès qu'on applique cette loi, on dit oh, c'est la guerre à la mendicité. Or, la loi s'appelle la loi sur la traite et les pratiques assimilées. Ici, on dit quiconque par fraude, violence ou manipulation tente d'enlever des mineurs ou les aurait déplacés, c'est-à-dire une tentative d'enlèvement, une tentative de déplacement, au fin de les nuire. Donc la loi elle est générale. On peut dire par exemple le fait que vous enleviez le ou la mineure, c'était pas que pour des fins sexuelles, ça peut être des fins commerciales, des fins de chantage, des fins etc. ou des fins même aujourd'hui avec la question du trafic d'organes. Beaucoup d'enfants perdus après retrouvés un peu dans des situations difficiles. Beaucoup d'enfants, par exemple, il y a des faits divers. S'il faut faire toujours attention à des faits divers qui parfois nous enseignent sur un peu le niveau le niveau d'organisation des malfaiteurs qui, sous prétexte d'un arbre de Noël quelconque, des cadeaux d'enfants, font déplacer des enfants pour leur dire soi-disant cadeau de Noël. Or, c'était pas ça l'objet. L'objet c'était pour faire pratiquer des trafics d'organes, par exemple. Et souvent, les parents aimant la facilité, certains parents, bien évidemment, vont dire qu'il faut partir parce que c'est tous les enfants du quartier qui partent. Et souvent, ils ne connaissent même pas ces gens. Ils vont dire que c'est des blancs généreux qui nous offrent. Ou c'est des bienfaiteurs. Ok, bienfaiteurs, oui, mais il faut toujours la question de c'est pourquoi donc, le détournement de mineurs, souvent, c'est l'article 340. Très rapidement, on pouvait continuer la liste des violences donc sexuelles. Mais on va nous arrêter à ces quatre infractions et essayer de voir les violences physiques rapidement. Alors, parce que quand on parle de violences, ce n'est pas que les violences sexuelles. Vous avez démontré hier la typologie des violences. Les violences sexuelles sont très importantes, mais au-delà des violences sexuelles, il y a donc les violences physiques et les violences économiques, les violences psychologiques. Alors, par rapport aux violences physiques, généralement, c'est ce qu'on appelle coups et blessures volontaires. Ok? Les policiers savent de quoi je parle, les CVV, ok? Les fameux CVV, coups de blessures volontaires. Ok, coups de blessures volontaires, c'est souvent important de préciser que lorsque les coups de blessures volontaires ont occasionné ce qu'on appelle ITT, incapacité temporaire de travail, de 21 jours et de moins de 21 jours. C'est là où la peine intervient. Généralement, une petite bagarre et nos cousins serrés vont se faire un certificat médical et vont trouver ITT de 40 jours pour essayer de faire emprisonner l'autre. Ok? Et souvent, généralement, dans des histoires comme ça, une partie trouve un certificat médical pour coups de blessures volontaires, une autre partie trouve un certificat médical pour coups de blessures volontaires. Du coup, vous êtes en face de deux certificats médicaux pour la même histoire. Et personne n'est blessé parmi ceux que vous avez rencontrés. Donc, c'est des cas comme ça qui arrivent et malheureusement, les coups de blessures volontaires sont sanctionnés. Alors, donc, c'est les dispositions de l'article 296. Alors, à part cela, donc, les CVV, je vais vous parler un peu des violences psychologiques ou morales. C'est des actes qui impliquent des tourments, des souffrances mentales à la personne. Par exemple, la question des injures, des menaces et des intimidations. Souvent, maintenant, il faut décrier l'insolence plus ou moins dans nos sociétés. Les injures, à longueur de journée, vous
vous entendez les gens injurier sans gêne. Et pourtant, la loi sanctionne les injures. Mais vous avez jamais vu des personnes porter plainte pour injure. On va dire injure, donc si les gens portent plainte maintenant pour injure, c'est très bien alors. Donc souvent, c'est tellement banal, on pense que injure, mais même dans le truc Wolof, on va dire l'injure ne va pas être collée dans votre corps. Alors du coup, c'est quelque chose qui s'en va et puis voilà, on accepte de façon tacite ces faits qui existent. Souvent, c'est des souffrances à la personne, mais aussi la question des intimidations. Mais les violences psychologiques sont difficiles à prouver, mais sont néanmoins sanctionnées par le code pénal. Alors si la personne vous injure, peut-être c'est un enregistrement que vous pouvez avoir. Mais sinon, c'est votre parole contre la parole de la personne. Et on sait que nos sociétés, le témoignage est difficile à avoir, encore que le témoignage fait partie de ce qu'on appelle les moyens de preuve imparfaits. C'est-à-dire le témoignage ne lit pas forcément le juge. Donc voilà. Alors c'est venu. Je suis presque à la fin de ça. On va voir maintenant les procédures, les violences légales. Donc c'est un peu ça. Voilà, Amna câble, très bien. Aïe, monsieur Dieu. Comment on dit Dieu n'a qu'à l'enquête. Très bien. Les traditionnalistes. Les gens de ma génération là ne savent pas beaucoup de choses sur ces histoires. Et c'est très dommage. Mais c'est bon, j'ai presque fini. Je peux continuer avec ça. J'ai presque fini. C'est encore beaucoup plus tard. Alors, rapidement, on va essayer. Donc, je ne sais pas qui a le truc. C'est vous? C'est presque vers la fin. On va arriver à quelque chose qu'on va appeler la prise en charge à la fin. Les procédures de prise en charge. Les procédures. Les procédures de prise en charge, oui. Après, je vais vous donner la présentation, pas celle-là, celle que j'avais tout à l'heure, qui est un peu plus complète. Donc, les violences économiques, on va passer rapidement. Et puis, on va parler des procédures de prise en charge. Et dans les procédures de prise en charge, on a... non, avant les procédures judiciaires, on a les procédures médicales et psychosociales. Voilà, c'est ça. Alors, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait une synergie d'action si on veut avoir une prise en charge. C'est pourquoi il y a quelque chose de très important dans la prise en charge donc, des violences basées sur le genre. C'est justement le fait qu'on ait l'établissement de ce qu'on appelle un certificat médical. Mais il est très bon, il sera intéressant qu'on se focalise sur ce que c'est donc le certificat médical. C'est un acte, peut-être le docteur va y revenir, qui va décrire la gravité des faits, leur impact visible ou invisible, mais surtout l'état de la victime et fournir toute information utile. C'est un élément déterminant pour aider la justice donc à infliger la sanction prévue par la loi ou à l'auteur donc de la violence. Je pense que c'est la diapo suivante. Mais avant cela, c'est la question de la prise en charge holistique. En plus du soutien de la famille, on doit apporter à la victime l'intervention d'un médecin pour l'examen clinique, d'un psychologue, des autorités judiciaires et éventuellement d'un travailleur social. Mais l'établissement du certificat médical. Alors, le certificat médical ne va pas vous dire victime de viol. Le certificat médical va décrire l'état, comme ils disent, l'état clinique. C'est ça? L'état clinique de la personne examinée. Alors, et l'état clinique de la personne examinée peut varier en fonction des circonstances. En vous disant il ou elle avait une fièvre, avait des lésions, avait des etc. et qui va essayer donc. Mais c'est quelque chose de très important, donc qui fournit des informations utiles, mais c'est un élément déterminant pour aider à la qualification juridique des faits. Il est arrivé plusieurs fois d'ailleurs qu'un médecin établisse un certificat médical et que dans les débats de procès, que le médecin soit convoqué pour dire de quoi exactement, qu'est-ce qu'il a, pour décrire qu'est-ce qu'il a vu, parce que c'est un jargon dans un jargon médical. Par exemple, quand le médecin dit au juriste c'est une défloration de l'hymen, et pour le juriste la personne était déjà mariée, ça pose problème.
Pour nous, la personne mariée aura perdu son hymen très rapidement. Dans les temps qui courent, quand même, marié 20 ans et l'hymen reste toujours, ça pose problème. Donc c'est des questions comme ça. Après, on va vous dire déchirure, etc., vaginale, des choses comme ça. Mais dans... Juste pour l'appuyer, hein, la conséquence de ça, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, au lieu que ceux qui sont victimes de violences ou quoi, au lieu qu'ils viennent vers vous, qui êtes chargés de leur rendre ce service public-là, parce que par anticipation, ils savent toutes les difficultés qu'ils vont avoir. Ils vont être traînés par-ci, par-là, avant d'avoir ce qu'ils veulent. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que maintenant, tout le monde va à la radio pour se plaindre. Parce que il n'y a pas un autre moyen. Moi, la première question que je me suis posée quand j'entends les teus, les khalas et tout, c'est où est la police? Où se trouve la police? Pourquoi ces plaintes ne se font pas à la police? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a faille quelque part. Et la faille, c'est que vous, je pense, à votre niveau dans votre corporation, c'est cette faille que vous devez trouver. Et faire en sorte que ces gens qui sont victimes n'aillent pas directement vers Ahmed Aïdara ou bien vers d'autres qui sont à la RFM pour se plaindre. Mais à la décharge de la police, attention, à la décharge de la police, souvent ceux qui vont dans ces émissions, je vous parle en expérience, souvent vous écoutez tous, ils vont faire un appel pour l'association des juristes sénégalais. Vous n'allez pas me démentir. Mais les gens qui vont là-bas, souvent ils cherchent un gain pécuniaire. C'est ça. Ok? Moi personnellement, je vous dis, j'écoutais tous les jours quand j'ai le temps. Si j'ai pas cours le matin, j'écoute tous. Mais souvent, j'appelle Mansour pour dire Mansour, pour ce cas-là, envoyez ça à Pékin, à la boutique de droit, envoyez ça à Medina, envoyez-nous ça à Kolda, envoyez-nous ça, on a les 7 boutiques de droit. Mais généralement, ils vont me dire, on a fait appel à telle autorité. Je dis, telle autorité pour faire quoi? Après tout, il y a aussi une question d'argent. Parce qu'il y a des ordonnances. Je dis, mais est-ce que c'est nous qui devons acheter les ordonnances? Nous, on ne fait pas du social, on n'est pas des assistants sociaux, on n'a pas les moyens physiques. Mais ce qu'on a, on a les moyens de prise en charge. C'est une personne victime de viol qui a besoin d'assistance psychologique, morale, judiciaire, où le cœur doit être sanctionné, et on a une petite trousse qu'on appelle nous, trousse de la dignité. Trousse de la dignité qu'on a eu grâce à un partenaire, et ça c'est de petits moyens, un truc de 50 000. Parce que généralement les familles qui viennent n'ont pas de transport. Vous recevez des familles victimes de viol qui vont quitter par exemple Yombol, qui viennent à la boutique de droit de Pékin, qui en repartant vont vous dire, madame j'ai pas les 500 pour retourner. Et généralement, on a la trousse, le kit de la dignité qu'on essaye de donner, et ce n'est pas un montant qu'on vous donne tout de suite. On va vous dire, on va vous rembourser à hauteur de 10 000. D'habitude, on ne les annonce pas le montant, mais pour vous soutenir. Et là, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, peut-être demain. Elle va dire, peut-être je vais quémander. Et ça, elle touche tout de suite votre sensibilité. Alors, quémander dehors ou quémander à la boutique, elle a commencé à quémander. Du coup, c'est les filles qui font la consultation, qui font de petits gestes de 1000 francs pour la femme. Et après, ils vont donner. Maintenant, les trucs de plus, et le fait que les gens aillent à la radio, pour moi, c'est utiliser un des sociologues de notre équipe de travail à Saint-Louis, il faut étudier le phénomène. Le phénomène, c'est un phénomène qui est là, que nous chercheurs, nous universitaires, on n'a pas documenté. Pourquoi les gens sont en train d'aller à la télé, à la radio, et même dans les réseaux sociaux pour pleurer leur sort, or ils peuvent trouver un réconfort tout de suite à côté de chez eux. Par exemple, une personne dit quelque chose en anonymat dans un réseau social. Tout de suite, si vous êtes à côté de cette personne, vous savez qui c'est. Mais pourquoi cette personne, au lieu de venir vous voir, va dire son mal dans un club, dans un truc anonyme, et tout de suite vous lisez l'histoire. Si je connais Mariam tel que fréquenter Mariam ou Marie Sabara ou Dabal, pendant 7 ans, 6 ans, on se voit, je connais un peu son truc social. Quand j'entends quelque chose sur Khalas et qu'on parle du quartier, je sais tout de suite que c'est Marie. Vous voyez un peu, mais c'est un phénomène quand même. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On demande sur l'argent. On dit la première dame doit réagir. Monsieur le ministre, elle doit réagir. Monsieur le ministre doit réagir. Lorsque la personne a fini de faire sa
déclaration à ce soir, on voit tout de suite une autorité qui entre pour dire moi je vais l'aider. Parce qu'il y a une différence politique. C'est pourquoi je me suis placé à la radio, la police, parce que la police n'a pas d'argent. Il n'y a rien du tout. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'attraper le gars et de le mettre là. Mais le plus souvent, c'est pas ce qui intéresse les victimes. Parce que c'est des victimes, parfois par le DBG que j'entends. Alors que la police est là, pourquoi ils ne portent pas plainte pour qu'on puisse trouver le coupable? Il faut qu'on étudie le phénomène. C'est pas parce que il y a une dimension pécuniaire dans ça. C'est pas toutes les personnes qui se plaignent qui sont dans ça, mais pour la plupart. Si on est victime, pourquoi on vient dire je demande de l'aide à Marième Faye? Qu'est-ce que Marième Faye peut voir dans une infraction qui a même une prescription maintenant? C'est des questions qui nous intéressent. Souvent, vous écoutez les victimes, elles vont dire nous appelons femme juriste. Moi, dès que j'entends femme juriste à la radio, je dis on est interpellé. Et je prends mon téléphone, j'appelle la présidente, je dis présidente, on a dit elle me dit je n'écoute plus ça. Ou elle me dit what est-ce que tu as du crédit? Moi je n'ai pas la d'attente. Parfois c'est notre libre militante parce qu'elle est fatiguée de ces histoires. Souvent aussi il y a le besoin de vilipender aussi des victimes parce qu'à travers la radio aussi on cite des personnes, c'est mon oncle, c'est machin. Il y a une sanction morale qui tombe. Mais c'est dans l'anonymat en fait. C'est dans l'anonymat. Mais comme tu dis, quand tu connais la personne, c'est après son histoire. C'est ça. Et généralement, ils sont pas très outillés. Moi, ce que je leur reproche, c'est justement le fait même d'agresser encore les victimes. Par exemple, la victime vient dire elle est victime de viol. Vous entendez un des animateurs dire oui, on a même presque, il aggrave la question. Oui, parfois ils font des trucs. Je dis ils n'ont alors que c'est pas ça, ça met en truc le niveau psychologique de la personne. Et ils essayent d'aggraver la question. C'est pourquoi les autorités, à mon avis, au plus haut niveau d'ailleurs, doivent faire attention aux médias. Les médias sont des outils importants, mais où est-ce que les médias peuvent nous amener en termes de ce que les sociologues appellent le construit social? Ils vont essayer de construire une conscience collective selon laquelle il faut aller vilipender son problème dans l'espace public, alors que dans nos valeurs culturelles, il y a la notion de soutoura, il y a la notion d'entraide et de solidarité, même si le soutoura dans les questions de viol ne sont pas ça aussi. Voilà. Mais le soutoura, je ne parle en termes de tu ne vas pas dans l'espace public, tu vas traiter le truc dans le cercle familial. Ça, c'était une valeur forte. Ou moi, je n'ai pas besoin d'aller à la police, à la gendarmerie. En tout cas, moi, je ne défends pas la police, mais je dis mon sentiment est à votre décharge. À la police, à la gendarmerie, à la justice. Même nous qu'on appelle là pour dire, on appelle femme juriste pour nous aider. Quand on vient aider, on sent qu'on ne veut pas que de notre aide, ils veulent plus l'aide des autorités politiques qui ont l'argent parce que nous, on ne met pas tout de suite l'argent. On va mettre en avant notre expertise, on va mettre en avant la protection, l'aspect judiciaire que l'aspect... Voilà. D'accord. Oui? Docteur, oui. Moi, je pense que si on est victime de viol, ce qui est mieux, c'est d'aller au niveau des commissariats ou des brigades. Parce que le viol est sanctionné par le code pénal, alors que la presse ne peut rien faire en ce qui concerne les sanctions-là. Donc, allez... Les personnes consultent un mineur, par exemple les détournements de mineurs et pédophilie et tout ça. Le plus souvent, le procureur nous exige qu'il y ait l'acte de naissance, ou l'extrait de naissance de l'enfant pour pouvoir prouver que c'est un mineur. C'est normal. Et au niveau des Guédiawaye, on a un réel problème. Parce qu'à chaque fois qu'on demande aux mineurs leur acte, on dit déclarer une chose. Voilà mon pays. Donc, bon, donc, voilà. Donc, voilà. L'enfant n'est pas mineur. Moi, j'ai eu un cas où l'enfant avait 8 ans. J'ai eu un cas où l'enfant avait 8 ans. Mais quand même, ça pose des problèmes. Parce que le procureur, peut-être quand il voit l'enfant, il sait qu'il a 8 ans. Mais au niveau de la procédure, qu'est-ce qu'il lui montre que l'enfant a 8 ans aussi? L'enfant n'avait pas de papier. Au niveau des Guédiawaye, c'est un réel problème. L'état civil, c'est... Je ne sais pas s'il y a des conseils faites une question pour faire une radiographie osseuse. Ça va plus à la procédure. C'est le médecin qui est...
qui détermine la pousseuse. En lui faisant une radio, le médecin peut dire que la pousseuse est de telle âge. C'est le plaignant qui fait ça, cette demande au domaine. Le procureur peut réquisitionner un service pour avoir la pousseuse. Mais comme est-ce que le fait? Le problème, c'est que la déjà, parfois, quand on nous demande l'acte de naissance en tant que tel, Parce que l'âge... Ce sont des femmes qui doivent partir travailler pour le matin, elles peuvent venir à la police, quand on a des consultations et tout ça. Elles vont se lâcher et elles vont se lâcher. C'est vrai, la question de l'état civil, c'est une question difficile qu'on n'a pas encore réglée. Et pour moi, tous les programmes qui font, c'est des programmes qui font à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de synergie, ce n'est pas une approche holistique. L'enfant est né dans cet hôpital-là. L'hôpital décerne un certificat d'accouchement. On peut avoir un service d'état civil dans cet hôpital. Oui, exactement. Et c'est une scène. Exactement. Quand le truc là, il décerne, je ne sais pas si c'est le major ou encore le médecin pour certains docteurs qui décernent le certificat d'accouchement. Un bébé de sexe féminin est né de telle à telle heure. Vous avez le certificat d'accouchement. Après, vous avez les pièces d'identité des parents et vous déclarez l'enfant dans ce même service. Ou avant de vous délivrer le certificat d'accouchement, on dépose ça à l'état civil, vous amenez les papiers, sinon vous n'avez pas ça. C'est une contrainte. C'est-à-dire que le Sénégalais, tant qu'il n'a pas la contrainte, il ne fait pas. Ils vont traiter l'enfant, après ils vont aller. Et même il y a une procédure pour faire une déclaration.